Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'insoumission.fr. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Catherine Le Scolan-Quéré, médecin généraliste, revenue mardi 17 juin de la Marche globale pour Gaza, dont elle est la porte-parole de la délégation française. Bonjour Catherine. Bonjour Ulysse. Avant de revenir en détail sur ces derniers jours en Égypte et sur vos engagements précédents dans la lutte contre le génocide à Gaza, est-ce que vous pouvez nous présenter cette Marche globale pour Gaza? Quels étaient les objectifs? Qu'est-ce qui a été prévu au départ? Et quelle place vous avez tenue dans son organisation? Alors les objectifs de la marche étaient de négocier au checkpoint de Rafah l'ouverture du corridor humanitaire pour laisser entrer les camions, tous les camions qui sont bloqués depuis des mois au passage de Rafah, et de négocier aussi un cessez-le-feu, mais surtout de négocier l'entrée de l'aide humanitaire par ce passage. Donc, qu'est-ce qui était prévu au départ comme organisation et quelle place vous avez tenue dans l'organisation? La logistique, elle était très bien pensée. Il y avait toute une organisation depuis plusieurs mois. Il y avait une équipe sanitaire, une équipe juridique. Le programme, c'était de se retrouver tous le 12 juin au Caire et de démarrer la marche. Des bus devaient venir nous chercher au Caire et nous amener jusqu'à Al-Arish, où on devait passer la nuit, et le lendemain marcher pendant 3 jours jusqu'à Rafah. Il y avait des tentes qui étaient achetées, qu'on devait laisser sur place pour espérer qu'elles entrent dans Gaza. Tout était bien pensé. Et moi, on m'a demandé d'être la porte-parole pour la délégation française. Donc j'ai accepté. C'était quelque chose de bien organisé, et on avait demandé des autorisations aux autorités égyptiennes et à nos gouvernements respectifs. Oui, vous avez pu échanger avec le ministère des Affaires étrangères avant cette marche. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté comme soutien et qu'est-ce qui vous ont été d'un appui quelconque? J'ai envoyé il y a au moins 6 semaines de ça un mail bien détaillé pour expliquer les buts de la marche, l'organisation, le fait qu'on allait respecter complètement la loi égyptienne. J'ai envoyé le mail à Jean-Noël Barrot et à ses collaborateurs. J'attends toujours la réponse. Aucune réponse. La seule réponse qu'on ait eue, c'est le 4 juin dernier, sous forme d'un communiqué bref sur le site diplomatie.gouv, avec en fait une mise en garde, un avertissement à tous les marcheurs qui pourraient s'aventurer dans le Sinaï. Moi, j'estime que c'est pas une réponse officielle au mail que je leur ai envoyé. Oui, donc ils se sont couverts, mais pas de prise de position officielle. Dès votre arrivée au Caire, sur ordre de Netanyahou, le gouvernement égyptien a mené la répression contre la marche globale pour Gaza. Quels moyens ont été mis en œuvre pour vous empêcher de mener cette marche et comment vous avez tenté de déjouer cette répression? La répression a commencé, moi j'ai entendu parler des premières arrestations le 10 juin. J'y étais pas encore. Le 10 juin, j'ai appris une descente de police dans un hôtel, l'hôtel Castle au Caire. Le même jour, ensuite, un deuxième hôtel, l'hôtel Downtown, avec plein de citoyens du monde entier arrêtés et puis expulsés, renvoyés aux aéroports. Donc, quand moi je suis arrivée par mon vol du 12 juin, j'ai débarqué de l'avion, j'ai vu 150 personnes qui étaient à bord de mon avion se faire arrêter au passage de la douane, parce qu'elles avaient un nom arabe, consonance arabe ou typé arabe. Et moi, je suis passée sans problème à la douane, donc j'ai appelé l'ambassade tout de suite. Et au bout de 3 heures d'interrogatoire, ces personnes ont été libérées. Elles ont même eu des visas. Et dans ces personnes qui ont été arrêtées sur mon vol, il y avait un médecin, un collègue à moi, médecin chirurgien français, qui a un nom arabe. Donc moi, j'ai pu passer, et lui, il a été arrêté. Et il est allé 2 fois soigner à Gaza sous les bombes. Ok. Et donc ça, c'était la première étape de la répression. Et ensuite, comment ça s'est... Avant votre départ? Donc le 12 au soir, comme il y avait toutes ces arrestations arbitraires, on s'est retrouvés entre membres des coordinations internationales dans un endroit au Caire pour décider de changer de plan en fait, parce que les bus ne pouvaient plus venir nous chercher dans les hôtels où l'armée était partout dans les rues, partout. Et donc on a décidé de partir le 13 à midi. On a lancé un mot d'ordre. Le 13 à midi, les gens devaient quitter le Caire dans des taxis particuliers par petits groupes. Donc on n'a pas enfreint la loi, on s'est pas rassemblés, on a pris des taxis, on a pris la route pour aller vers Ismailia, et là on s'est fait arrêter au premier péage pour moi et au deuxième péage pour d'autres, des centaines et des centaines de citoyens du monde entier. Certains qui étaient déjà arrivés à Ismailia ont été arrêtés dans les hôtels à Ismailia, et en fait la police égyptienne ont créé ce qu'elles avaient interdit. Elles ont créé un immense rassemblement de centaines de personnes à au moins 2 endroits sur la route, sur une route qui était autorisée par l'Égypte. On n'a pas enfreint la loi et on s'est retrouvés tous ensemble.
D'accord. Pour revenir un peu, comment est-ce que vous transmettez ce message? Parce que donc, vous êtes dans un restaurant ou dans un lieu un peu caché, vous décidez de cette tactique. Comment vous arrivez à transmettre aux centaines, peut-être milliers? Est-ce qu'on a un chiffre déjà du nombre de personnes qui étaient au Caire à ce moment-là et qui sont parties ensuite? Et comment vous arrivez à les contacter tous en même temps? Le chiffre exact, je ne l'ai pas. Quelques milliers. Quelques milliers, c'est pas quelques centaines, c'est quelques milliers. Pour la France, j'ai un chiffre de 667 marcheurs français qui étaient au Caire, donc c'est quand même beaucoup. Ouais. Et les contacts, en fait, moi, je pouvais, et la coordinatrice aussi pour la délégation française, pouvait envoyer des messages sur une boucle Telegram. Voilà, et puis les gens étaient informés en temps et en heure des décisions qui étaient prises par le comité international. On a tenu tout le monde au courant et voilà. Après, certaines personnes étaient pas forcément connectées ou on a lancé les consignes et puis la plupart des gens les ont suivies et donc ont été informés de toutes les décisions qui étaient prises au fur et à mesure. D'accord. Et donc, dans ce comité international, juste pour finir sur cette partie-là, qui est-ce qui participait? Qu'est-ce qu'il y avait comme délégation, un petit peu? Il y a des délégations de 55 pays. Donc, moi, quand je me suis réunie avec eux le 12 au soir, j'étais avec les coordinateurs de l'Espagne, du Canada, de l'Irlande, de la Suisse, de la France, de l'Afrique du Sud, on s'est tous rencontrés pour la première fois. Oui. Vous étiez jamais rencontrés avant? Non. Ça se faisait par message avant et là, c'était la première rencontre? Oui. D'accord. Oui. Donc, quand vous êtes bloqué au péage, vous avez dit l'armée égyptienne arrête une partie au premier péage, l'autre une deuxième partie au deuxième péage. Elle vous fait sortir de la voiture et elle crée un immense rassemblement mondial pour Gaza, finalement. Oui. Donc, c'est ça qui se passe. Est-ce que vous pouvez raconter comment ça s'est passé? Qui est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui s'est déroulé pendant ces heures, en fait, que ça a duré, ce blocage au péage? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Donc, on arrive au péage à peu près 45 km du Caire. Et là, on sent tout de suite qu'ils sont là pour nous. C'est le comité d'accueil. Des camions, des camions de l'armée égyptienne, de la police, de partout. Ils nous arrêtent sur le bas-côté. Des centaines, des centaines de voitures. Les gens qui sortent des véhicules. Ils nous confisquent les passeports. Donc, tous les passeports ont été confisqués. Et ensuite, il se passe des heures en plein soleil. Bon, c'était pas non plus, on était à un péage d'autoroute. Il faut pas, il y avait un petit magasin où on pouvait acheter des bouteilles d'eau, on pouvait rebrancher nos portables, on pouvait acheter des sandwichs. Donc, on n'a pas été en grande difficulté. Mais pour certains, c'était stressant. Et au final, quelques personnes ont pu s'échapper. Moi, j'ai réussi à récupérer mon passeport. Je sais à peu près dans quelles circonstances, mais d'autres ont été nassés à un moment, en fin d'après-midi. La police et l'armée ont nassé les gens derrière des barrières, pas en les employant. Moi, j'ai pas vu de brutalité, mais en essayant de nous convaincre. Venez par là, on va discuter avec vous tous ensemble. Et j'ai refusé d'aller derrière les barrières. Et puis la majorité des gens se sont fait piéger. Moi, j'ai refusé d'y aller. Je suis retournée vers mon véhicule. Et puis ensuite, un marcheur français a hurlé qu'il y avait une crise cardiaque, une dame faisait une crise cardiaque. Alors ça a commencé à être la panique générale. Il demandait un médecin, je suis intervenue. Donc j'étais à genoux en train de faire les premiers soins. Au final, c'était pas une crise cardiaque, c'était une femme âgée, citoyenne française, qui faisait un malaise vagal parce qu'on était en plein soleil depuis des heures. J'avais l'armée tout autour de moi, j'avais la police tout autour de moi. Je sais pas si ça a joué ou pas sur le fait que j'ai pu regagner mon véhicule sans qu'il me force à aller derrière les barrières ensuite. Je sais pas. Et on a eu aussi un chauffeur de taxi qui a été qui nous a protégés. C'est pareil dans les hôtels. Il y a des réceptionnistes apparemment qui auraient donné les noms des touristes étrangers à la police. Il faut vérifier l'information. Nous, dans l'hôtel où on s'est caché, on a été protégés par le patron de l'hôtel. Clairement, on a été protégés. Il savait très bien pourquoi on était là, puisqu'on se réunissait dans les chambres et il disait rien. Ouais. Et est-ce que vous savez comment vous avez pu récupérer votre passeport alors que d'autres n'ont pas pu? Notre chauffeur qui négociait avec les autorités. Ça a duré au moins 1 heure. Et puis peut-être le fait que on était 3 médecins dans la voiture et que je suis intervenue sur le malaise. Je sais pas expliquer pourquoi nous on a pu partir. Il y a d'autres personnes qui ont réussi à s'échapper aussi. Et la consigne en fait c'était la consigne du comité, c'était que soit les autorités nous rendent nos passeports et qu'on s'engage à rentrer au Caire parce que clairement on pouvait pas aller plus loin puisqu'au 2e péage on se serait encore jeté dans la gueule du loup. On pouvait plus y aller. Soit qu'on reste sur place. Si on n'avait pas les passeports, c'est ce que beaucoup de gens ont fait. Ils se sont assis, ils ont dit non, on va pas monter dans les camions. Et à partir de là, il y a eu des violences. Il y a eu de la brutalité. Parce que ceux qui n'ont pas récupéré leur passeport ont voulu rester assis. Ce que moi j'aurais fait aussi, j'aurais pas. Et là, ça a commencé à dégénérer et il y a eu des scènes un peu difficiles.
Ok, parce que les gens ont refusé de monter dans les camions, on savait où ils emmenaient ces camions-là? À l'aéroport. Ok, à l'aéroport. Ouais. Et il y a des gens qui ont été incarcérés aussi? J'ai pas, non. Détenus, c'était détenus dans des salles à l'aéroport. D'accord. J'ai pas entendu parler de cas de gens qui étaient incarcérés dans une prison. Non, j'ai pas entendu ça. Ni le mot déporté, j'aime pas ça non plus parce que non, on a été expulsés. On entend beaucoup sur les réseaux sociaux, ils ont été déportés. Ça vient de l'anglais, mais en français il faut faire attention. Les déportations, donc c'est vraiment géré à la douane, quoi. C'est-à-dire ils vous ont récupéré, ils vous ont éjecté le plus rapidement possible, quoi. Est-ce que là, à ce moment-là, donc ça a duré quand même plusieurs heures. J'imagine que la diplomatie française, elle est au courant qu'il y a des centaines de Français qui sont arrêtés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? J'ai appelé l'ambassade tout de suite. Le 13 juin, quand on est resté pendant des heures bloqué au péage sans passeport, j'ai appelé l'ambassade tout de suite. J'ai attendu qu'ils se déplacent. Moi, je les ai pas vus au premier péage. Je n'ai pas vu d'agent de l'ambassade de France venir. Par contre, le lendemain, j'ai demandé un rendez-vous. Ou le surlendemain, le lendemain, on était tous un peu choqués. Donc, on est tous restés cachés dans les hôtels et on a refait une réunion à distance en visio avec le comité international. Ils étaient tous cachés dans les hôtels. La réunion a duré 3 heures. On a essayé de remettre en place un plan et puis le lendemain, j'ai demandé un rendez-vous avec l'ambassadeur parce que je trouvais que on communiquait pas facilement. Il m'appelait pas. Quand je l'appelais l'ambassade, on me disait l'ambassade vous rappellera 3 fois de rang, puis il me raccrochait. Donc j'ai demandé un rendez-vous avec l'ambassadeur de France que j'ai obtenu tout de suite. J'ai envoyé mon mail à 6h du matin et j'ai eu rendez-vous pour 12h30. Et ça s'est très bien passé. On a pu rester pendant plus d'1 heure et demie dans son bureau. Il nous a assuré de son soutien. Il nous a dit que c'était l'Égypte qui bloquait. Clairement, et que tous les plans qu'on envisageait, qu'on proposait, seraient refusés. On a envisagé au moins que l'Égypte autorise un grand rassemblement au Caire pour tous les marcheurs du monde entier. C'était pas possible. Ensuite, on a même envisagé qu'il y ait un aller en bus jusqu'à Al-Arish et pas jusqu'à Rafah, mais au moins qu'on puisse aller tous jusqu'à Al-Arish. C'était pas possible non plus, l'Égypte a dit non. Et puis le 3e plan, c'était qu'on envoie une délégation, pas tous les marcheurs, mais jusqu'à Rafah. Oui. Un seul bus avec une délégation. C'était pas possible non plus. Il vous a dit, l'ambassadeur, pourquoi l'Égypte refusait? Que l'Égypte, en fait, avait reçu un ordre d'Israël pour empêcher les marcheurs d'aller dans le Sinaï, que les relations étaient tendues, que l'Égypte avait peur pour la propre sécurité de son pays. Bon, on en oublie Gaza dans tout ça, hein. Et puis moi, je pense qu'il y a aussi des accords économiques entre certains pays, France, Israël, Égypte, et je pense que les accords économiques priment sur les droits humains. On en oublie les droits humains. Justement, on va maintenant revenir un peu en arrière dans votre histoire, puisque donc ça c'était une initiative que vous avez menée pour dénoncer, vous avez dit, le génocide, briser le blocus, mais depuis 20 mois vous avez mené de nombreuses actions pour dénoncer ce génocide à Gaza, et vous avez même agi concrètement, puisque vous êtes rendu sur place dans l'hôpital Nasser à Khan Younes à Gaza du 21 novembre au 5 décembre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette mission? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous en avez ressenti? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Je me suis rendue à Amman. Je suis partie avec une ONG qui s'appelle Palmet de France. Et la veille d'entrer à Gaza, on s'est retrouvés à Amman à une grande réunion dans un hôpital d'Amman pour avoir signé notre ordre de mission, avoir les dernières instructions pour le lendemain pour rentrer dans la bande de Gaza. Et donc on nous a donné surtout les interdictions, ce qu'on avait pas le droit de faire, pas le droit d'emmener. Et le lendemain, à minuit, on était 15 médecins à devoir rentrer dans Gaza. Le lendemain, à minuit, on a reçu un mail d'Israël comme quoi 4 médecins étaient refusés. À chaque fois, c'est comme ça. Donc, sans donner de raison particulière, on n'était plus que 11 le lendemain à monter dans le bus pour passer le pont Allenby. Au pont Allenby, ils en ont encore recalé 2 médecins. Donc, sur 15, on n'était plus que 9. Moi, j'étais la seule femme médecin du groupe. Et j'ai vu à chaque checkpoint, même à Kerem Shalom, au pont Allenby, j'ai vu les Israéliens humilier mes collègues parce que j'étais la seule qui n'était pas arabe.
Donc j'ai vu la même scène que ce que j'ai observé en atterrissant au Caire le 12 juin, quand les gens étaient mis de côté. J'ai vu mes collègues humiliés, confisquer beaucoup de matériel, confisquer même des stéthoscopes, confisquer du matériel ophtalmo pour un chirurgien algérien. Ensuite, donc, on a pu arriver à l'hôpital Nasser. Moi, je suis restée travailler aux urgences pendant 2 semaines à l'hôpital Nasser. Il y a 3 secteurs à l'hôpital Nasser. Il y a un secteur vert, un jaune, un rouge. Le rouge, c'est intensif. Jaune, c'est les secteurs d'hospitalisation. Moi, je suis médecin généraliste, donc j'ai travaillé pendant 2 semaines dans un secteur aux urgences qui équivaut à un dispensaire de soins. Donc j'ai vu plein d'infections, des pathologies de toutes sortes, hein. Et j'ai travaillé en binôme avec un autre médecin gazaoui qui travaille encore sous les bombes, là, qui est toujours là-bas. Et j'ai vu les morts arriver toutes les nuits, tous les jours, les morts arriver à la morgue de l'hôpital, mais c'était une période relativement calme. Donc c'était déjà indescriptible, mais maintenant il n'y a pas de mots pour décrire la situation actuelle qui est bien pire que celle que j'ai vécue. Vous aviez déjà les premiers signes de famine déjà en novembre-décembre? Parce qu'on en parle beaucoup depuis quelques mois maintenant. Oui, parce qu'il y avait déjà beaucoup de pathologies que j'ai soignées qui étaient rapportées à la dénutrition. Il y avait déjà beaucoup de dénutrition, c'était lié au froid, c'était en hiver aussi, donc le froid, la promiscuité, le manque d'hygiène, la dénutrition favorisaient les infections, et j'ai déjà constaté ça, mais maintenant c'est pas décuplé, c'est... Vous avez des nouvelles de la personne avec qui vous étiez en binôme? Toujours, oui. Toujours, tous les jours, oui. Il vous tous les jours. Et c'est une catastrophe. Le jour de l'Aïd, il était tellement épuisé, tellement déprimé en sortant de sa journée aux urgences, donc c'était il y a 15 jours, que je lui ai dit, essaye de me raconter, de m'écrire ta journée de l'Aïd, comment tu l'as vécue. Alors il m'a écrit un texte magnifique que j'ai lu sur la place à Rennes lors d'un rassemblement. Il voit tous les jours 50, 55 patients, 50 blessés qui soignent, et il voit tous les jours des enfants de 3 ans, de 4 ans mourir sous ses yeux. Il n'a pas 30 ans, ce jeune médecin. Ces enfants meurent sous ses yeux, sans bras, sans jambes, brûlés vifs, par terre parce qu'il n'y a plus de lit, sans pouvoir les passer en soins intensifs parce que c'est saturé, sans pouvoir les passer au bloc opératoire parce qu'il n'y a plus de place. C'est des enfants qui pourraient être sauvés, amputés, mais sauvés dans un autre pays, et il les voit mourir devant lui tous les jours. C'est comme ça depuis le 7 octobre. Et il travaille tous les jours. Il est médecin bénévole, il n'est pas payé, ils sont pas payés là-bas, il travaille tous les jours. Et il a un traitement de faveur par rapport aux autres Gazaouis qui ne mangent plus du tout, ou un petit morceau de pain par jour, ou un peu de lentilles par jour. Lui, il peut manger l'équivalent de 10 cuillères à soupe de riz par jour parce qu'il travaille à l'hôpital. Il en peut plus. Mais il reste... Ils nous donnent une belle leçon de vie, vraiment. Moi, j'ai eu que des sourires là-bas avec mes collègues. Ils ont une phrase qu'ils aiment prononcer toujours, c'est Tiklagèche, ça veut dire t'inquiète pas. Mais maintenant, je pense que c'est au monde de leur dire ça, de leur dire qu'on va agir et que nos gouvernants vont faire quelque chose. Comment on peut toucher du doigt l'horreur que c'est, et qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à vivre encore? Malheureusement, je dirais que ça fait des dizaines d'années qu'ils sont habitués à une humiliation permanente, qu'ils sont privés de liberté depuis plusieurs générations. Ils sont habitués à vivre comme ça. C'est malheureux à dire. Ce que nous, on dénonce, eux, il y a une espèce de fatalité. Et j'ai jamais entendu de haine dans leur bouche par rapport aux Israéliens. Je me souviens d'un cadre de l'hôpital Nasser qui avait à peu près 70 ans, qui me parlait gentiment tous les jours. On échangeait parce que je dormais dans le bureau juste en face de son bureau. Et un jour, il me dit que il me montre la photo de sa petite fille de 4 ans qui était défigurée à vie, qui avait été brûlée vive par une bombe. Et il me dit, ma fille est morte sous les bombes. Ce monsieur-là me dit, ma fille est morte sous les bombes, donc aujourd'hui, maintenant, moi, j'élève ma petite fille. Voilà, il me montre la photo. Et là, j'ai eu des mots durs sur Israël. Et il m'a corrigé. Il a corrigé mes propos. Il m'a dit, non, Catherine, il faut pas parler comme ça des Israéliens. Il m'a dit, nous, on veut pas vivre comme ça contre les Israéliens. On veut vivre sur notre terre, en Palestine, avec les mêmes droits, et ça, c'est important de le dire, les mêmes droits que les Israéliens. On veut vivre avec eux comme ça. Il a rapproché ses doigts. Et c'est lui qui me donnait la leçon. Donc, le droit et la justice, c'est ça qu'ils attendent. Le droit et la justice. Oui. Avant de parler des
des complices de ces massacres dont on vient de parler. Quelles sont les prochaines actions qui sont prévues, que ce soit la marche, de la marche globale pour Gaza. Donc celle-ci s'est tenue, on peut dire qu'elle n'a pas pu se tenir, mais d'une certaine manière, quand même, elle s'est tenue, puisqu'il y a eu ces rassemblements que vous avez racontés, créés finalement par la police égyptienne, mais finalement, il y a eu ce rassemblement de milliers de personnes, de dizaines de pays, 55, 80 pays. Voilà. Maintenant, c'est quoi les prochaines étapes pour ces marches globales pour Gaza? Déjà, il y a Bruxelles. Il y a énormément de gens qui sont déjà partis de Paris et puis qui vont marcher jusqu'à Bruxelles. Il y a un rendez-vous le 23 juin à midi devant le Parlement européen. Parlement où je suis déjà allée avec d'autres médecins et d'autres citoyens parce que ils nous écoutent davantage qu'à Paris. Ce serait bien qu'à Paris, ils nous écoutent et qu'ils nous reçoivent aussi. Après, il va falloir que le comité se réorganise et puis qu'on tire des leçons de ce qui s'est mal passé, ce qui s'est bien passé au niveau de l'organisation et qu'on continue avec d'autres actions. Le groupe, il est fait. De toute manière, maintenant, il est constitué. Donc maintenant, aux responsables de chaque délégation de se réunir et de définir les nouvelles actions, parce qu'on s'arrêtera pas. Tant que le génocide continuera, on ne s'arrêtera pas. Oui. Donc maintenant, pour parler des complices ici en France, qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique des actions en faveur de la Palestine, que ce soit une forme d'invisibilisation de la marche globale pour Gaza, qui est loin de faire le JT de TF1 ou de France 2, ou quand c'est traité par les grands médias, comme par exemple la Flottille de la Liberté, qui a été qualifiée de croisière des influenceuses. Qu'est-ce que vous pensez de ce traitement médiatique? Les médias nationaux français, ils sont dirigés par qui? Ils sont dirigés par qui? Par des milliardaires. Voilà. Est-ce que les journalistes ont les moyens d'être objectifs dans ces médias-là? C'est inadmissible, le traitement de l'information, l'invisibilisation du génocide des Gazaouis, des Palestiniens, c'est inadmissible. Mais l'information sur ces médias, elle n'est pas objective. Pour moi, c'est pas du journalisme. C'est pas du journalisme. Et de traiter d'antisémite à tout bout de champ toute personne qui dénonce un génocide, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et l'ambassadeur m'a dit, lors de l'entrevue que j'ai eue avec lui, l'ambassadeur de France m'a dit qu'on devait agir au niveau de la société civile israélienne et américaine. Il voit la solution que par ça. Une action au niveau de la société civile américaine, israélienne. Je pense qu'au niveau de la société civile française, il y a du travail à faire aussi. Parce que c'est pas normal d'entendre dire que Rima Hassan, une fois libérée de prison en Israël et mise dans un avion, se fasse insulter par des voyageurs français et se fasse, parce qu'elle a un kéfier sur les épaules, c'est une terroriste en puissance. Ça n'a pas de sens. Pour dire des choses comme ça, les gens devraient être condamnés. Les gens devraient passer au tribunal pour avoir des propos pareils. On a bien vu quand on est arrivé d'Orly avant-hier, on était 10 marcheurs invités à une conférence de presse. Pour 10 marcheurs, il y avait 10 policiers. Est-ce qu'on a des têtes de terroristes? Il y a du travail à faire au niveau de la France. Il y a des propos racistes, des propos décomplexés. Les gens n'ont plus honte de dire n'importe quoi, d'accuser les gens d'antisémitisme alors que on dénonce un génocide commis par le gouvernement israélien, l'armée israélienne. C'est tout. Vous avez parlé de l'ambassadeur, qui a l'air d'avoir un discours qui est quand même différent de celui du gouvernement français, du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que lui, il voit cette différence? Lui, il était là et c'était un peu un résistant de 45, parce que il est venu vous apporter votre soutien une fois que vous aviez réussi à vous échapper vous-même de la nasse de la police égyptienne. Il vous dit qu'il vous soutient, mais il n'était pas là sur place pour venir vous aider. Mais bon, il vous a quand même assuré d'une certaine forme de soutien. Il vous a reçu quand même rapidement le matin pour le midi. C'est quand même, ils doivent avoir des emplois du temps chargés. Donc voilà. Est-ce que quand vous échangez avec lui, vous sentez qu'il y a un décalage entre ces fonctionnaires qui représentent l'État français et le gouvernement? Déjà, l'ambassadeur et le consul. Moi, j'ai revu le consul le lendemain. Donc, je suis allée une fois à l'ambassade et le lendemain voir le consul pendant plus d'1 heure dans son bureau. Et ils travaillent vraiment bien. Ils ont de la bienveillance vis-à-vis des ressortissants français qui sont coincés, qui n'ont plus de passeport, qui sont en détresse, qui n'ont plus d'argent pour rentrer. Enfin, ils sont vraiment actifs et bienveillants. Donc, moi, je les remercie pour leur travail. Ils m'ont assuré on a parlé des disparitions inquiétantes,
présentent alors de gens qui avaient disparu, qui sont retrouvés 2 jours après. Ils établissent des listes, ils travaillent vraiment pour essayer de rassembler tous les marcheurs français qui se sont un peu éparpillés dans le Caire et qui sont un peu en perdition, on va dire. Ils sont vraiment sérieux là-dessus et ils font du bon travail. Après, il peut pas me dire... Moi, j'ai pas pu avoir de réponse de Jean-Noël Barrot. On n'a jamais pu rencontrer Emmanuel Macron. La marche, elle est un peu venue de cette impossibilité, de cette inaccessibilité de notre président de la République là qui parle mais qui ne, pour moi, qui ne fait rien, qui n'agit pas. On aimerait avoir un échange avec lui. Ça fait 20 mois qu'il y a un génocide en cours. On peut même pas aller devant l'Élysée nous rassembler. Je pense que la rue, elle va être barrée de chaque côté. C'est pas possible. De là, nos initiatives citoyennes d'aller marcher jusqu'à Rafah, d'aller jusqu'à Bruxelles, d'être entendu au Parlement, à la Commission des droits de l'homme, parce qu'on ne peut pas discuter et savoir ce que pensent nos gouvernants français. Il y a un divorce entre les citoyens et les chefs d'État, le chef d'État français. Clairement, il y a un divorce. Il n'écoute pas la voix de la rue. Le premier mois après le 7 octobre, on n'avait pas le droit de se rassembler. On pouvait avoir une amende et pour apologie du terrorisme, on n'avait pas le droit de brandir un drapeau palestinien. Même quand on est rentré d'Orly avant-hier, il y avait des associations qui nous avaient aidés à organiser la conférence de presse. La police nous a interdit de brandir un seul drapeau, même un petit palestinien, interdit. Et pendant ce temps-là, Monsieur Estrosi, il a depuis 20 mois les drapeaux israéliens devant sa mairie à Nice. Et il a le droit. C'est le double standard. Voilà. C'est pas normal. En conclusion, l'actualité s'aggrave encore, puisque le génocide continue et qu'on a maintenant un nouveau stade dans la tuerie, puisque après l'agression de l'Iran par Netanyahou, Emmanuel Macron s'est rangé du côté du régime israélien en dépit de son énième violation du droit international. Et en parallèle, il refuse toujours de reconnaître l'État de Palestine. Comment est-ce que vous réagissez face à cette complicité avec Netanyahou ? J'espère que le droit international pourra s'appliquer et j'espère que le droit pourra dire les coupables et les complices. C'est pas à moi de le dire, mais j'espère que le droit international pourra s'appliquer et il devra rendre des comptes parce que c'est pas depuis qu'on parle de l'Iran qu'il se range aux côtés d'Israël. Depuis le début, il soutient l'État d'Israël. Donc c'est au droit de faire son travail, à la justice. À la Cour pénale internationale. Oui. Moi, je crois dans la force du droit. C'est pas Israël n'arrivera jamais à avoir une sécurité. On parle jamais de la sécurité des Gazaouis. On parle pas de la sécurité des Palestiniens, mais on parle en permanence de la sécurité d'Israël. C'est pas, à mon avis, c'est pas avec la violence qu'on peut arriver à une paix et à une sécurité. Ils n'y arriveront pas. Est-ce que vous voulez conclure avec un mot pour les personnes peut-être en Palestine qui pourraient nous regarder? Est-ce que vous voulez finir peut-être en regardant la caméra en compas? Est-ce que vous voulez juste un petit mot comme ça et puis on conclura? Bon, pour tous nos amis qui sont enfermés à Gaza, qui luttent tous les jours, on ne lâchera pas, on va continuer encore plus fort. Et on pense aussi aux familles qui sont plus à Gaza, les Gazaouis qui ont dû quitter leur pays. On ne quitte pas sa terre par plaisir, on ne quitte pas la Palestine et son pays par plaisir. Donc on va tout faire pour essayer de vous permettre de vivre en paix et libre comme nous le faisons depuis que nous sommes nés. Donc on continue et on ne lâche rien. Et vous non plus. Merci beaucoup Catherine. Merci à toutes et à tous. C'est la fin de ce grand entretien de l'insoumission.fr. Pensez à vous abonner sur toutes vos plateformes préférées pour être au courant de tous nos futurs contenus. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Ulysse.